Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Baba Diagne. I am the greatest. Salut à tous, bienvenue dans le RMC Fighter Club. Aujourd'hui, on est sur la boxe anglaise, sur Noël Oblard, et j'ai le plaisir, même l'honneur de recevoir le champion olympique Rio 2016 des poids lourds, Monsieur Tony Yoka. Salut Tony. Salut. Comment ça va? Très très bien. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir. Ça fait longtemps qu'on voulait discuter avec toi, donc on va pouvoir parler beaucoup actualité parce qu'elle est chargée, elle est riche, il s'est passé beaucoup de choses pour toi ces derniers temps. Et bien sûr, en ligne de mire, ce combat contre Laurent Sokoli, qui va être, je pense, très intéressant. En tout cas, tu as l'air très content, toi. Je suis très très satisfait de cette opportunité, c'est sûr. Eh ben, écoute, on en parle tout de suite et puis on parle de tout ce qui est arrivé avant, dans ces derniers mois, dans le Fighter Club. C'est maintenant. Bah, ma première question, déjà, Tony, donc, c'est réellement comment ça va dans cette période de préparation qui a commencé relativement tôt, quand même. Ça fait un moment que je suis en prépa, quand même. Hein. Ça fait quelques mois maintenant. Et là, on est maintenant à 3 semaines de l'objectif, à 3 semaines du combat. Donc on va dire qu'on est sur, il me reste une dizaine de jours intenses et après on va dérouler. Ouais, donc tu décrivais à mes collègues de l'équipe que c'est 2 entraînements par jour, le matin prépa physique, Ouais. et ensuite l'après-midi leçon. Sur la prépa physique, t'as ramené quelqu'un avec toi, hein, Robin Boupal, pardon. Ouais. Ça fait combien de temps que tu travailles avec lui? Ça fait 1 an maintenant, Ouais. à peu près 1 an que je travaille avec lui en préparation physique et je suis vraiment satisfait de l'évolution qu'on a eue depuis. Ouais, parce que c'est vrai que, en tout cas, de notre fenêtre, de point de vue extérieur, on avait l'impression que sur cette, on va dire, deuxième partie de carrière, entre guillemets, peut-être que tu cherchais à un moment, tu avais un peu boule, tu avais pris pas mal de masse De poids, musculaire pour pouvoir ouais. peut-être taper plus fort et être plus ancré. Et là, on a peut-être l'impression que tu retournes à ce qui faisait ta force chez les amateurs. Non, pas forcément. En fait, je pense qu'il a fallu que je trouve un juste milieu entre le fait de prendre du poids parce que je suis en poids lourd et ma qualité première qui était mes déplacements et ma rapidité. Donc, quand j'étais aux États-Unis, j'étais aux alentours des 108, 109 kilos. Ensuite, j'ai fait une grosse prise de masse. Je suis monté jusqu'à 125. Ouais. Et je me suis rendu compte que 125, c'était trop. Que je n'étais pas forcément un poids lourd pied plat qui doit rester en face de l'autre pour encaisser les coups. Donc, ça s'est fait naturellement, le fait de reprendre ma boxe en déplacement, de remettre du mouvement dedans. Je suis redescendu petit à petit et là, je suis aux alentours des 117, 118 kilos. Donc, j'ai quand même 10 kilos de plus qu'il y a quelques années, mais je ne les sens pas forcément dans ma boxe parce que je sens que j'ai encore j'ai des jambes, quoi. Ouais, bon, je pense aussi, de toute façon, c'est quelque chose après qui va pas être facile à perdre parce que c'est ton style naturel. Bien sûr. C'est quelque chose que tu as développé pendant très longtemps. Mais non, faut aussi prendre en compte l'âge. Tu vas sur tes 34 ans, c'est ce mois-ci, hein, si je dis pas de bêtises en plus. Donc c'est vrai que naturellement, et moi qui suis un petit peu lourd, je sais aussi qu'avec l'âge, de toute façon, il n'y a pas de choix. Avec l'âge, tu prends du poids, mais voilà, je suis dans une catégorie à maturité tardive. Ouais. Surtout moi, le fait d'être grand et lancé. Et je pense que c'est aujourd'hui où j'atteins ma maturité physique. Donc je suis satisfait du boulot qu'on a fait. Ouais, c'est vrai que, et on va y revenir, hein, que tu arrives relativement tôt pour un poids lourd sur le circuit professionnel mondial, alors que c'est une catégorie où on le sait tous, c'est vraiment au milieu de la trentaine qu'un poids lourd il atteint son prime et qui va pouvoir faire le plus de dégâts tout en étant capable aussi d'être conscient entre guillemets de son corps. C'est une catégorie particulière, c'est pas pour rien les poids lourds. C'est une catégorie particulière et c'est pas tout le monde qui la connaît, c'est pas tout le monde qui la maîtrise et ça surprend les gens quand je leur dis aujourd'hui que là, maintenant, j'entre dans mes années prime. Ouais. C'est-à-dire que de mes 33 ans à mes 39 ans, limite 40, ce sera mes plus belles années en boxe poids lourd. Et ils ont du mal à le comprendre parce qu'ils se disent « Mais attends, ça fait 10 ans que t'es là, tu vois. » Le truc qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, j'ai été champion olympique très tôt. Ouais. J'étais très jeune pour un poids lourd, j'avais 23 ans. Je suis champion olympique et du temps, mon adversaire, en finale, il avait 32 ans déjà, tu vois. Exactement, hein, Joe Joyce, pour le rappeler d'ailleurs, l'anglais qui arrive en fin de carrière professionnelle, alors qu'en fin de compte, elle n'a pas duré tant que ça, sa carrière professionnelle, parce qu'il était déjà relativement âgé quand il était chez les amateurs. Je me souviens que les gars qui dominaient les poids lourds chez les amateurs, c'était 2 Italiens. En règle générale, il y avait Roberto Caramelli. Et c'est pareil, moi je le voyais Olympiade après Olympiade. Et je dis, mais il passe quand en pro lui? Parce qu'en fait, il va avoir un certain âge. Et en fin de compte, c'est normal. Ouais, en fin de compte, c'est normal d'arriver en poids lourd, on va dire. Les mecs qui faisaient des médailles, normalement, ils arrivaient vers 28, 30 ans en amateur. Et après, ils passaient chez les professionnels. Moi, j'ai été champion olympique assez jeune. Et donc, du coup, j'ai eu le temps de m'adapter en pro.
Est-ce que, avec du recul aujourd'hui, parce que tu es bien plus âgé et plus mature que quand tu commençais ta carrière professionnelle et que tu étais au milieu de tout ce qui se passait, à la fois Toi, tu as connu vraiment ce que disent les Américains, le thrill et l'agonie. Tu as eu le plus haut et puis rapidement le bas par rapport à certaines défaites ou surtout par rapport à la perception du public et les critiques qui étaient formulées. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça a été trop vite ou tu dis si c'était à refaire de toute façon, je refais exactement pareil? Je pense que c'est mon histoire. Moi, je vis pas avec des regrets. Je regarde pas forcément ce qui s'est passé en arrière en me disant j'aurais dû faire autrement. Les choses se sont enchaînées vraiment rapidement. J'étais champion du monde amateur. Derrière, je suis champion olympique. Et quand je suis champion olympique, en fait, tu peux pas maîtriser ce qui se passe à ce moment-là. Tu vois, à ce moment-là, je suis champion olympique. Ma finale à Rio, c'est l'événement sportif le plus regardé des JO, devant Riner, devant l'handball, devant tout ça, tu vois. Il y avait ce truc où mon ex-femme, elle aussi, elle est championne olympique, donc en fait, c'est un truc de fou. Vous êtes kidnappés. Non, mais les planètes, elles étaient alignées, tu vois. Donc tu pars à Rio, t'es personne, entre guillemets, tu rentres, t'es une superstar, on fait tout. Dis-toi, j'ai été juré à Miss France, tu vois, je fais des trucs qui n'ont rien à voir avec la boxe, parce que je sors du cadre de mon sport. On va à l'Élysée, on a la Légion d'honneur, et à ce moment-là, les choses s'enchaînent. Et quand je passe pro, on ne me prépare pas forcément à ça. Et surtout qu'en ayant aujourd'hui regardé ce qui se fait à l'international, par exemple, Anthony Joshua, quand il passe pro, il boxe en sous-carte. Tu vois, oui. Il boxe en sous-carte. C'est une star, mais il boxe en sous-carte parce qu'il y a le vivier nécessaire en Angleterre. Il y a des stars, il y a des grands boxeurs qui fait que tu peux boxer en dessous d'eux. Moi, je ne pouvais pas. Non. Parce que, sans prétention, médiatiquement parlant, il n'y avait personne au-dessus de moi en France, en boxe. Donc, j'étais obligé de faire mon premier combat en main event. Tu te rends compte? Un premier combat, normalement, tu prends un faire-valoir. Et ça, c'est déjà un main event. Et donc, les gens n'ont pas forcément compris dès le départ l'attente qu'il y avait autour de moi, alors que ce n'était pas forcément des gros combats. Et je pense que ça a été aussi de la faute de certains médias qui ont voulu surfer sur ce bad buzz, tu vois, qui n'ont pas forcément expliqué au public français qui n'est pas connaisseur de boxe comment ça se passait. Que quand tu arrives chez les professionnels, il faut d'abord te former, qu'on est 1500 dans le classement mondial et qu'il faut passer de la 1500e place à la première, tu vois. Et puis au-delà de ça, parce que bien sûr qu'on va prendre la part de responsabilité médiatique, parce que c'est un tourbillon médiatique. Bien sûr. Et sans me dédouaner ou quoi, moi à l'époque je suis présentateur d'un podcast que j'ai créé qui s'appelle Au bord du ring. On est deux lampins qui font ça sur Skype. On a notre petite communauté à nous qui est quand même très engagée, qui parle beaucoup de pieds-points et de boxe anglaise. Et les premiers remous qu'on a, nous, en termes de communauté, les premières fois où les gars qui nous suivent fidèlement disent « Ah là, les gars, vous abusez, on n'est pas avec vous », c'est parce qu'en fait, on essaie d'expliquer que la construction de carrière de Tony Yoka, c'est la même qu'Anthony Joshua, c'est la même que Mike Tyson à l'époque, c'est la même que tous les poids lourds, en fait, et même que tous les boxeurs stars qui ont eu. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit si bien, toi, tu le fais pas derrière des rideaux. Tu le fais en première ligne, devant la lumière. Donc, moi, ce que j'en retire avec le recul de cette époque, c'est que j'ai l'impression que peu importe le temps qu'on aurait mis à expliquer les choses, il y a des choses qui étaient tout simplement pas entendables parce que visuellement, c'était un peu plus compliqué. Parce que j'étais sous le feu des projecteurs. Après, est-ce qu'il aurait fallu me cacher? Je pense pas, parce que la boxe, ça reste un business. Et moi, j'ai signé un gros contrat à cette époque-là. Je ne le regrette pas. Et Canal+, fallait qu'ils rentrent, tout simplement, tu vois. Donc, il fallait qu'ils vendent leurs produits. Donc, est-ce que ça a été bien fait, mal fait? Je pense que c'est une expérience. Ça a peut-être été un petit peu trop long, je pense, cette expérience avec Canal+, tu vois. Parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid, entre-temps, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que ça a repoussé. Mais voilà, ça m'a passé... ça m'a donné de l'expérience et aujourd'hui je sais ce que je veux sur les prochains combats. Ouais, c'est vrai aussi qu'on t'a fait parce que au-delà de ça, au-delà du fait qu'il y a les combats contre des adversaires qu'on jugeait peu de valeur, à l'époque je disais à chaque fois, je vous invite à regarder les premiers adversaires d'Anthony Joshua, vous comprendrez aussi que si on compare les classements, moi j'avais fait l'exercice et je m'étais fait lyncher quand même. J'avais fait l'exercice parce que là on est sur des faits où tu dis qu'ils sont mieux classés que ceux d'Anthony Joshua par exemple, mais écoute, c'est pas entendable, c'est comme ça, tu vois. Est-ce que maintenant l'autre procès qui était fait, c'était un procès en arrogance. Je te disais que comme tu affichais tes ambitions, tu disais moi je veux être champion du monde, je suis champion olympique, il faut que je sois champion du monde en fin de compte. Et c'est vrai que quand tu regardes l'histoire, les champions olympiques, pour beaucoup en tout cas, sont devenus champions du monde derrière. Donc c'est une ambition logique. Mais c'est quelque chose qui était très mal perçu dans notre pays. Comment tu le lis aujourd'hui à travers... c'est que la France, elle a du mal avec l'ambition. C'est la France qui a du mal avec l'ambition.
encore plus sportive, tu vois. Et ce que je dis aux gens, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas monter sur le ring sans te dire que tu vas gagner. Et tu peux pas te dire que tu vas gagner sans le dire aux gens. Tu vois, limite, tu le dis aux gens pour te mettre la pression à toi et monter pour gagner. Je fais un sport de combat, les gars. Je fais pas du curling, tu vois. Je suis pas là pour que le meilleur gagne. Moi, je suis là pour gagner. Je suis là pour te mettre des coups parce que toi, tu es là pour mettre des coups. Et ça, il faut que les gens ils le comprennent, tu vois. Les gens, quand ils s'embrouillent, quand tu fais une bagarre, tu vas pas pour perdre, tu vois. Tu vas pour gagner. Et à ce moment-là, je suis champion olympique. Forcément, je vais être champion du monde. Et jusqu'aujourd'hui, je veux être champion du monde. C'est l'ambition de tout sportif de haut niveau qui se respecte. Quand tu montes, tu vas faire ta compétition, tu as envie de gagner. Tu vois. Maintenant, c'est perçu comme de la prétention. À ce moment-là, c'est la vie. Tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, les mecs là, je peux rien en faire. On arrive à rester philosophe pendant que ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, tu l'es. Au début, c'est dur. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas pareil. J'ai 33 ans, j'ai 5 enfants. J'ai pris de la maturité sur ça. Mais à ce moment-là, quand je viens d'être champion olympique, je comprends pas. En fait, je comprends pas. Tu captes pas qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas alors qu'ils te connaissent pas. Ça, tu le comprends pas. Tu vois. Tu te dis au pire, soit le mec il m'aime bien, soit il a pas forcément d'avis sur moi parce qu'il s'en fout de ma vie. Et non, il y a des mecs qui ne t'aiment pas et ils viennent pour te le dire. Et moi, ça, c'est un truc jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas que ta vie soit aussi nulle pour que tu veuilles venir taper sur le... C'est un truc que je comprends. Moi, si je t'aime pas, en fait, je te regarde pas. T'as les artistes, des chanteurs ou des footballeurs que j'apprécie pas forcément, bah, je les regarde pas, en fait, tu vois, et je trace ma route. Et ça, c'est un truc qui est très... c'est ancré chez nous, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est assez international, en toute franchise. Nous, on le vit parce qu'on est chez nous. Hein. Mais ouais, c'est une vraie tendance, c'est vrai, c'est une vraie tendance, plutôt que d'ignorer la chose, ce qui correspond plus, en tout cas, à ma génération, à moi, pour reprendre un rappeur de ma génération. Tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Moi, je regarde pas. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent venir te dire que. Après, ça fait aussi du bien parce que il y a des choses que t'es pas forcément prêt à entendre sur le moment. Et avec du recul, tu comprends que ça a été pris pour de la prétention, alors qu'en fait non, c'est juste c'est de la confiance en soi. Tu peux pas me trouver un mec qui a réussi et qui a pas confiance en lui. Il y en a aucun. Ouais. Maintenant, il y a des mecs qui ont pas réussi et qui ont confiance en eux. Mais parce que c'est comme ça, tu vois, il faut avoir confiance en soi pour réussir. Parce qu'il faut déjà se dire, je vais le faire. Je ne deviens pas champion olympique ou champion, même champion national, en disant, ouais, peut-être, ça n'existe pas. Non. Quand tu regardes tous les grands sportifs, moi j'ai une théorie par rapport aux plus grands sportifs de tous les temps. Tu peux prendre Ali, tu peux prendre Jordan. C'était tous le méchant du film. Ah, c'est des grands méchants, des mecs comme Kobe, c'est des très grands méchants, tu vois. Et même en foot, hein. Tu te dis, mais non, c'est la mentale qu'ils ont, tu es obligé d'avoir cette mentale de gagnant pour espérer performer, tu vois. Et en faisant avance rapide, parce qu'on n'est pas là pour faire tout le déroulé de ta carrière, en tout cas aujourd'hui, c'est juste qu'on est là pour la suite et pour l'actu. Est-ce que tu as réussi à garder cette ambition intacte malgré la série de défaites, par exemple? Ça a été compliqué à ce moment-là, parce que quand tu perds, tu te dis, mais attends, en fait, est-ce que je suis fait pour ça, tu vois? Donc ça a été tout un moment de remise en question, un moment où tu doutes, et il y a toujours un déclic où tu te dis, écoute, c'est quoi, c'est fini maintenant, je repars de l'avant, je vais apprendre de mes erreurs, tu vois. Et surtout à ce moment-là, moi j'ai décidé de repartir d'en bas, de repartir dans des combats, dans des salles miteuses, où il n'y a personne, il n'y a pas de caméra. Ça se passe comment au niveau de l'ego, ça? Ça m'a fait du bien dans le sens où j'ai réappris déjà à aimer mon sport et j'ai réappris pourquoi je le faisais. Tu vois, tu viens dans une salle où tu n'as pas de caméra, tu n'as pas de public, tu viens pourquoi? Tu viens pour te battre, tu vois. Alors que de base, tu viens parce que tu as telle chaîne, tu as tel truc et ils ont pris leur place. Là, en fait, non. Là, on revient à la pratique même de ton sport. Tu viens pour te péter avec quelqu'un, tu vois. Et personne ne te connaît, peut-être. Personne ne te connaît, ils s'en foutent de ta vie, tu vois. Donc, ça m'a fait du bien de repartir dans ces salles-là. Et petit à petit, je me suis reconstruit, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, je le dis avec fierté. À ce moment-là, j'ai bossé, tu vois, ça a été très dur, mais ça m'a fait du bien. Ouais, bah, on le voit, hein, je pense que on voit que tu es une personne différente. Maintenant, c'est facile aussi de comprendre que ta vie, elle a évolué, pas que dans le ring. Bien à sûr. partir de ce moment-là, beaucoup de choses se passent au niveau perso et on sait tous, pour tous les sports, mais encore plus vrai, moi, je pense, pour les sports de combat, si tu n'as
t'étais pas dans mon mindset. C'est mort. T'as vu, si moi avant je pensais que l'aspect psychologique il faisait 20 à 30% de la chose. En fait, non, c'est au moins la moitié, mais c'est vraiment au moins la moitié, tu vois. Moi, à ce moment-là, juste avant mes défaites, ma vie, elle se passe pas forcément bien, ma vie personnelle. Je suis sur un divorce. J'habite aux États-Unis, j'avais mes enfants. D'un coup, mes enfants sont plus là. Je fais des mois sans eux et moi, je suis quelqu'un de très famille, tu vois. Donc, à ça, tu ajoutes une blessure. Après, bam, première défaite et tout s'enchaîne. En fait, ça fait effet boule de neige et tu restes la tête. T'as la tête enfoncée dans le sol pendant tout ce temps-là, tu vois. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile, justement, de revenir de ça et de recommencer dans une salle miteuse, entre guillemets, que de construire une carrière amateur qui va te ramener jusqu'au titre olympique dans un milieu aussi concurrentiel que la boxe olympique? C'est deux choses différentes. Je pense que psychologiquement, mes années noires, là, ces 2-3 ans, ça a été très, très dur. Tu vois. Et de revenir de ça, au final, tu en es même plus fier que ce que tu as pu faire avant comme accomplissement. Parce qu'en soi, tu sais, quand tu es jeune, ça va vite. Hein. Ça va vite, tu vas au JO, tu gagnes, tu ci, tu ça. Ça a été des années de travail, hein, bien sûr. Mais il n'y avait pas cette dimension où tu as dû repartir d'en bas. Tu vois. Ouais. Et là, le fait d'avoir touché le fond, c'est vraiment... C'est motivant et c'est... comment dire ? C'est un autre plaisir quand tu gagnes. Tu vois, parce que tu sais par où t'es passé. Ouais, exactement. Parce que autant la défaite contre Martin Bacolé, tout le monde s'accordera à dire qu'elle a plutôt bien vieilli, vu ce qu'il a fait derrière. On est tous d'accord. Carlos Takam, ça a toujours été une galère. Maintenant, chacun jugera le combat comme il a envie de le juger. Il n'y a pas de souci. La défaite contre Riyad Meri, c'est là où moi je me dis il y a un gros problème. Bah, en fait, moi je perds contre Bacolé, ça me met un coup. Ouais. Ça me met un coup parce que je suis en pleine ascension, parce que dans ma tête, tu te crois invincible. Et après cette défaite, c'est là où je plonge, moi. Psychologiquement, je plonge. Dans ma situation personnelle, je plonge. Et donc, du coup, je ne m'entraîne pas pendant 6-7 mois, tu vois. Et je dis à l'époque au mec qui bosse avec moi, le promoteur, je lui dis, il me faut un combat de retour. Tu vois. Il faut que je m'entraîne, il me faut un petit combat de retour, que je me mette en jambe, mais après, tu mets qui tu veux. Ouais. Et puis, non. Puis les mecs qui connaissent rien à la boxe, tu vois, ils ne sont pas là pour te protéger. Et il me fout Carlos Takam dans les pattes. Ouais. Alors que j'ai fait 6 mois sans boxe, tu vois. 6 mois sans boxe, je m'entraîne 7-8 semaines, tu me fous Carlos Takam. Comment tu veux que ça se passe bien? Déjà que dans ma tête, ça va pas, c'était mort, tu vois. Mais toi, tu sais pas dire non? Bah à ce moment-là, non. À ce moment-là, je suis en mode, ouais, ok, bah vas-y, d'accord. Après, il me met quelqu'un d'autre, je suis en mode, bah vas-y, d'accord. Parce que je suis dans cette spirale, en fait, tu vois. Et une fois que je boxe Meri, là, ça a été le summum. Là, j'ai dit non. Là, soit, en fait, j'arrête, soit je repars d'en bas et vous me laissez repartir d'en bas. J'ai dit à Canal, soit je boxe plus, parce qu'il me reste un combat avec eux, soit je boxe plus. Et dans ce cas-là, moi, j'attends jusqu'à ce que, si vous voulez, on va au tribunal et tranquille. Soit, bah, je repars d'en bas, je fais 2-3 combats, je reprends confiance, et là, on fait quelque chose d'autre, tu vois, parce que je peux pas continuer comme ça, c'est ma vie qui met en jeu. Ouais, c'est clair. Et comment c'est... Enfin, au niveau de ton entourage, de cet ancien promoteur avec qui tu bosses plus aujourd'hui et de la chaîne, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de l'argent qui a été investi, beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Tu sens du soutien ou tu sens qu'on te lâche plus? Non, en fait, Canal+, moi, j'ai toujours senti du soutien de leur part, dans le sens où ils croyaient au projet. Okay. Mais eux, ils avaient cet aspect business, média, mais ils s'y connaissent pas en boxe, tu vois. Et en vrai, celui qui aurait dû s'y connaître en boxe, celui qui faisait la jonction, donc le promoteur, et lui aussi, il s'y connaissait pas en boxe. Donc, au final, personne s'y connaît et ils te foutent dans les pattes. Déjà, pour être promoteur de boxe, tu te dis, tu es un champion olympique, tu es un mec invaincu, que tu as envie d'emmener jusqu'à une ceinture mondiale, tu lui mets Martin Bacolé dans les pattes. Ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, moi, je le sais. Pourquoi tu veux faire ça? Ça n'a aucun sens, tu vois. C'était dur d'expliquer à tout le monde à quel point c'était un bourbier. C'est un bourbier. Donc, tu me le dis, si tu me dis c'est pour un titre, je veux bien, tu vois. Le gens voient la chandelle, etc. Tu prends un titre. Mais là, ça n'avait aucun intérêt, tu vois. Et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais attends, quand je vois, tu vois, des Karissa Maké, Khalil El Adri, tous ces mecs-là, Shkitou, qui font des ceintures silver, ceintures trucs, WBA intercontinental, des mecs qui montent dans les classements en faisant les bons choix. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Tu vois, moi, on m'a toujours mis des bourbiers dans les pattes pour rien. Et là, tu te dis, purée, en fait, je suis parti, j'ai signé avec une top chaîne. Donc, je suis champion olympique, je suis signé avec une top chaîne. Et en fait, bah, le maillon qui était censé nous lier, le promoteur, il était nul, tu vois. Et au final, il t'a plombé, mais ça m'a appris.
Ça t'a appris, t'es reparti de beaucoup plus bas. Ouais. T'as quitté les États-Unis et Virgil Hunter, et donc l'entraîneur historique d'André Ward, pour ceux qui nous rejoignent, notamment d'André Berthaud, d'Amir Khan, enfin qui a eu beaucoup de boxeurs, et Souleymane Sissoko en l'occurrence. Et tu vas en Angleterre. Moi, quand j'apprends que tu vas en Angleterre, je me dis c'est évidemment un bon choix parce que actuellement c'est le Disneyland des poids lourds. C'est la terre des lourds. Il y a que des poids lourds là-bas. On se demande ce qu'il y a dans l'eau d'ailleurs à Londres, mais il y a vraiment beaucoup de poids lourds. Et je me dis que déjà en termes de sparring, pour pouvoir reprendre confiance, parce que quand on connaît les salles d'entraînement, quand on connaît ce sport, la confiance elle se reconstruit à l'entraînement d'abord. Tu vas devoir faire des rounds, tu vas devoir en gagner certains, tu vas devoir te rassurer. Comment tu es accueilli quand tu arrives à Londres, dans ce milieu, encore une fois, dans un milieu si petit, c'est une grande ville Londres, hein, mais une concentration de poids lourds aussi forte dans un endroit aussi petit, comment on t'accueille? Bien, mais je suis un champion olympique. Contre un Anglais. Ouais. T'étais pas contre un Anglais. Mais en fait, je suis bien accueilli, mais c'est pas la France dans le sens où ici il y a Fury, il y a Joshua, il y a Dubois, tu vois. Moi, je suis ok. Un parmi tant d'autres. En fait, c'est bien, tu vois. Pas, en France, j'arrivais dans une salle. Ouais, je sais que c'est moi la star de la salle. Alors que là, elle n'a pas du tout, tu vois. Ouais, c'est des mecs qui ont prouvé en professionnel. Ah ouais, complètement. Olympique, c'est des mecs qui ont prouvé en pro. J'arrive dans une salle où Daniel Dubois s'entraîne, tu vois. Ouais. Et tout de suite, ça, tu vois où t'arrives dans le haut niveau, tu vois. Et ça te met. Moi, ça m'a fait du bien parce que du coup, je l'avais en ligne de mire, en fait, tu vois. J'avais un mec qui est dans ma salle qui boxe pour un titre mondial et je me dis en fait c'est ça que je veux faire moi. Et puis en plus tu l'avais vu plus jeune lui, quelques années avant. Tu le voyais arriver en tant qu'ado et puis là tu vois un boxeur professionnel chevronné qui est dans le top 5 mondial, qui est champion du monde et qui bat Anthony Joshua d'ailleurs. Donc pareil, tu vois, on a toujours envie de ramener ça à l'ego parce que tu te dis putain, le mec je l'ai vu moi arriver. Non, si tu viens avec de l'ego, t'es mort. Moi je suis venu en me disant en fait, je vais m'entraîner ici, dans la même salle que ces mecs-là, et je vois pas pourquoi moi je réussirais pas, tu vois. Et en fait, t'as envie de les rattraper et de les dépasser, tu vois. Donc quand je suis arrivé, il n'était pas encore champion du monde. Et dès que je suis arrivé, moi, je suis un mec, j'aime faire des sparring avec des mecs forts. Tu vois. Donc direct, j'ai dit à Don Charles, moi, il faut que tu mettes lui. Et il me dit, après, au bout de quelques mois, j'ai toujours pas mis les gants avec Daniel. Et je vois, il vient, et avec ses sparring, il les met KO. Je dis à mon coach, je dis écoute, si tu ne mets pas en sparring avec Daniel, moi je me casse. Tu vois. Donc, je pars à Paris et puis je dis tu me rappelleras quand tu vas je mette les gants avec lui. Il me dit ok, c'est bon, vas-y, tu vas mettre les gants avec lui. Je mets les gants avec Daniel parce qu'en fait j'ai envie de tester mon niveau, voir où est-ce que j'en suis. Et là, putain de sparring. Tu sais, dans ma tête, c'est finale olympique. Tu vois. Je donne tout ce que j'ai parce que je veux te montrer qu'en fait, c'est l'ego. Moi je suis là. En fait, je suis là moi. Et on fait un top sparring et là je vois l'ambiance de la salle elle change. Tu vois, je vois tout le monde. En fait, le regard de tout le monde change. Tout le monde, il parle différemment. Tu vois, même le coach, même lui. Lui, il descend du ring et il va voir le coach. Il dit pourquoi tu m'as jamais mis mettre les gants avec lui, tu vois. Et on fait des sparring ensemble. Et juste après, il vient champion du monde, il bat Anthony Joshua, il met KO. Et c'est à ce moment-là, je me dis putain, mais en fait, moi, ma place, elle est vers là-bas, tu vois. Elle est vers les mecs comme ça. Elle n'est pas au fond du tiroir. Tu vois, donc ça donne confiance, ça redonne confiance et surtout ça montre que je suis sur le bon chemin à ce moment-là. Donc ça me pousse à continuer à travailler. Ouais, et donc c'est Don Charles, votre entraîneur à tous les deux. Comment s'est fait le choix? C'est ton choix, Don Charles, ou c'est un choix d'équipe? En fait, je voulais me rapprocher de Paris. Donc j'ai quitté les États-Unis, je voulais me rapprocher de Paris, être à côté de mes enfants, tu vois, pouvoir revenir, c'est à 2 heures de train, c'est vite fait, tu vois. Alors quand j'allais aux États-Unis, j'étais obligé de rester 1 ou 2 mois parce que c'est loin, tu fais 11 heures d'avion et décalage horaire. Donc je me dis, il faut que j'aille à Londres. Et quand je vois les coachs qu'il y a, en vrai, je me dis, Don Charles, c'est un mec qui s'y connaît en poids lourd, tu vois. S'y connaît en poids lourd. Et ce que j'ai kiffé avec lui, là où j'ai adhéré, en fait, c'est sa mentale. C'est même pas comment il entraîne. On s'est vu dans un bureau, on a discuté et ce qu'il m'a dit, je lui ai dit je m'entraîne avec toi. Je savais même pas si c'était un bon coach, s'il savait faire de la leçon, je savais pas tout ça, tu vois. Mais j'avais besoin de sa mentale à ce moment-là parce que moi c'est ce que j'avais pas, tu vois. Tu peux élaborer qu'est-ce qui fait que comment il te pique comme ça en fait? T'as vu, moi pour moi il y a toujours eu quand t'as un coach, t'as besoin d'avoir une relation père-fils. Ok. Tu vois. Et c'est ce que j'ai eu avec mon père, parce que c'était mon coach. C'est ce que j'ai eu avec Mariano Gonzalez, l'entraîneur de l'équipe de France.
Mais j'ai pas retrouvé ça avec Virgin Hunter. Ok. Très bon coach, très technique, mais pour moi, il s'y connaît pas forcément en poids lourd. Et t'as pas cette relation fusionnelle. Et Don Charles, il a... tu sais, moi, je suis d'origine congolaise, j'ai grandi avec cette culture africaine. Ouais. Et lui, il est nigérien, Nigérien, il a cette ouais. culture africaine-là, il a su trouver les mots qui m'ont motivé et qui m'ont fait comprendre qu'en fait, on est dans le même bateau, tu vois. Ouais. Toi et moi, on est ensemble. Et ouais, c'est ride or die, tu vois. Donc, ça m'a marqué, ça m'a touché. Il m'a dit, écoute, tu as très peu de boxeurs qui ont été champions olympiques, qui n'ont pas été champions du monde derrière, quelle que soit la ceinture. Il m'a dit, tu as eu Audley Harrison en 2000 c'est vrai. et tu en as eu un autre. Il m'a dit, est-ce que tu veux être le troisième? J'ai dit non. Il m'a dit, ben voilà, si tu veux pas être le troisième, il faut que tu sortes les doigts du cul et que tu bosses, tu vois. Et ça, c'était il y a pratiquement 3 ans. Et je vois le chemin parcouru depuis ces 3 ans. Je me dis, ah ouais, on a bossé, tu vois. Ouais, au-delà de dire que tu as apporté des corrections techniques. C'est pas tant ça, c'est plus sur la mentale. Ok, tu vois. c'est vraiment Où, psychologique ce qui est. Oui, travaillé. parce que les poids lourds, c'est une catégorie spéciale. C'est une catégorie à part. Et en fait, il y a un côté agressif qui a beaucoup plus que dans les autres catés. Bien Parce sûr. que c'est une caté où, au final, moi, quand je monte sur le ring, je me demande pas qu'est-ce que les juges y mettent après les points. Je calcule pas les pointages. Ouais. Moi, je monte, soit tu tombes, soit je tombe. Mhm. C'est comme ça que tu montes sur le ring en poids lourd. Ouais. Tu te dis pas, je gagne le premier, deuxième, lui, tu calcules pas ça. Tu vois, ça, on verra à la fin si jamais on est encore debout. Ouais. Donc, il y a ce côté où en fait, tu as envie de le descendre. Et il m'a aidé dans cette recherche d'agressivité. C'est en mode tueur. Ouais, d'avoir cet instinct, ce goût du sang. Ouais. Et surtout d'aller au combat, d'accepter ses coups, tu vois. C'est quelque chose que tu penses qu'on arrive à voir, parce qu'on n'a que l'œil extérieur, contre Aliyev, contre le Russe que tu as battu Clairement. à Paris. Je pense oui, les retours que j'ai reçus après, ça a été un combat psychologiquement dur pour moi, parce que je sortais de 3 défaites. Ouais. Et c'est pas mon meilleur combat technique. Hein. Tu vois, techniquement, c'était pas propre. C'est une guerre. Ah, voilà, c'était ça. Mais c'était ça. J'ai pas forcément eu beaucoup de temps en plus de préparation, donc j'étais pas hyper prêt physiquement. Tu vois, tu sens qu'à partir du 6e, je flanche, Ouais. tu vois, physiquement. Mais en fait, il y avait tellement de choses sur moi à ce moment-là. Ouais. Tu vois, ces 3 défaites, le fait que si je perds, en vrai, ma carrière s'arrête maintenant. Ouais. Tu vois, c'est compliqué de repartir après une 9e défaite comme ça, alors que j'ai fait des petits combats, un retour, etc. Donc vraiment, c'était le combat qui allait me faire sortir de ce tunnel, de ce trou noir, tu vois. Et je me souviens, moi, j'ai eu ces discussions avec mes frères avant, et j'étais sincère. Je leur ai dit, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte la mentale dans laquelle je suis. Je préfère mourir sur le ring que de perdre ce combat. Et tu vois, il me regarde, tu sais, il parle pas. Ouais. Parce qu'il capte. Mhm. En fait, qu'à ce moment-là, j'ai pas le choix. Tu vois. Ouais. Donc, quand je monte sur le ring contre Yaliev, j'y vais pas en mode technique du tout. J'y vais en mode. Tue-moi! On va tout de suite, t'es Ah en ouais, face, voilà. et t'envoies non, dur, non. il envoie dur. Voilà. Et c'est ça pendant 10 rounds. Et Ouais. ça a été un combat très, très dur physiquement, mais je l'ai gagné au mental, tu vois. Même mon père, il m'a dit, franchement, mentalement, tu as prouvé que voilà, t'en avais dans le pantalon. Et suite à ce combat-là, ça m'a fait du bien. J'ai repris ma boxe sur les jambes, nanani, nanana, dans la technique. Mais à ce moment-là, c'est pas ça. J'avais pas besoin de ça, tu vois. En fait, il s'agissait pas, là, ce que je comprends, c'est qu'il s'agissait pas du grand retour de Tony Yoka, Non. médiatiquement, sur la chaîne mondiale, Pas sur du les chaînes. tout. Enfin, rien à voir avec ça. Non, en fait. non, vraiment rien à voir avec ça du tout. C'était marche ou crève, tu vois, Ouais. à ce moment-là. C'était vraiment ça. Ouais, et puis tu as besoin de ça pour pouvoir rebondir derrière et Complètement. avoir la confiance de te dire, ok, maintenant stylistiquement parlant, Voilà. qu'est-ce qu'on fait quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ma boxe, qu'est-ce qu'on travaille. Et c'est pour ça que tu vois que depuis, je me suis un petit peu affiné, j'ai fait d'autres combats et qui n'ont rien à voir, même psychologiquement, c'était pas pareil, tu vois. Ouais, justement, tu fais cette reprise, cette collaboration qui se poursuit avant d'aller justement à ce combat contre la gauche. Je vais juste revenir une dernière fois sur Daniel Dubois parce que tu l'as vu donc devenir champion du monde en battant Anthony Joshua. Sa carrière change parce que lui aussi, c'est quelqu'un, on lui a fait beaucoup de procès en Angleterre. Bien sûr. Quand il perd contre Contre Joyce, Joyce. on lui dit que c'est un quitter, qu'il abandonne, qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être champion. Donc c'est une revanche plutôt éclatante qu'il prend derrière. J'imagine à quel point c'est inspirant. Ensuite, il se passe ce qui se passe contre Usyk. Et là, c'est important pour moi par rapport à ton coach Don Charles. Parce que
pareil, il est beaucoup critiqué. Et cette histoire de fête qui est faite de fête avant le combat, dans la maison, avec le papa et compagnie. Et lui, moi, ce que je vois une espèce de Mourinho de la boxe qui sert de paratonnerre et qui prend tout sur lui en disant bah non, en fait, c'est ma faute, lui, il a rien à voir là-dedans, tout ça. Est-ce que aussi tu penses que c'est quelque chose. Je sais pas si c'est quelque chose que tu avais perçu avant chez Don Charles. Oui. Mais c'est quelque chose qui te il est renforce. avec toi. Ouais. Il est avec toi. Et si tu regardes bien même ma défaite avec Riyad Meri, je suis là, je fais des interviews. Il vient en fait. Ouais, il vient là. dans les interviews, il vient, il explique, tu vois. Et c'est ça que moi j'aime. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai quitté mon ancien coach. Quand je perds contre Takam, on va en côté média et je l'entends dire il perd parce qu'il s'est pas entraîné comme ci, parce qu'il s'est pas entraîné comme ça, parce que ci, parce que ça. Et dis-toi, quand j'entends ça, je ne l'ai plus jamais parlé. Même l'appart que j'avais aux États-Unis, je suis même pas retourné là-bas pour prendre les affaires, j'ai rien pris. J'ai coupé court avec ça parce que je viens de perdre, je suis au fond du trou et toi tu veux en remettre une couche. Non, en fait on n'est pas ensemble, tu vois. Même si c'est vrai, même si je me suis mal entraîné, même si j'ai fait des sparring pourris, tu vas me défendre là-bas. Et une fois qu'on va rentrer à la maison, tu vas me taper dessus. Voilà, ça, y a pas de souci. Ouais. Tu vois, mais on est ensemble. Et pour moi, on est une famille. Et si tu m'allumes devant les gens, c'est qu'on n'est pas ensemble en fait. Tu vois. Donc un esprit j'aime pas dire ce mot-là en ce moment parce que des fois il peut être mal perçu, mais un esprit communautaire. Ouais, complètement. À ce moment-là, qui en fait, prend ses racines différemment que tu arrives à trouver chez Don Charles en fait. Exactement, tu vois. Et voilà, il m'a montré qu'on on est ensemble, toi et moi. Ouais. Quoi qu'il arrive, tu vois, qu'on gagne, qu'on perd, on est ensemble. Et ça donne de la force. Ça, c'est un mec que tu as envie de suivre partout, comme Mourinho. Ouais. Mourinho, c'est un mec, quand je vois les différentes interviews, documentaires de certains joueurs, je dis c'est un mec qu'on va au feu pour lui, tu vois. Ouais. Bah, Don Charles, c'est pareil. Ouais, puis on sent que la collaboration ensuite elle va continuer à évoluer parce que c'est quelqu'un de toute façon qui est très impliqué, on le voit tout le temps avec ses boxeurs. Ça fait que vous allez justement à Lagos, tu gagnes ton combat par KO. Pour tout enfant double culture et qui est un enfant d'immigré africain, c'est un rêve en tout cas. C'est un rêve de boxer en Afrique. Comment tu l'as ressenti toi? C'était un de mes objectifs de boxer en Afrique, tu vois. Parce que je sais voilà, la chaleur qu'il y a dans ce continent, l'accueil. En fait, l'amour, il est différent. Ouais. L'amour est différent en Afrique, celui qu'on te porte, tu vois. En Europe, les gens, soit ils n'osent pas forcément venir te parler, soit ils sont un peu dans la retenue, tu vois. Mais c'est normal, parce qu'en même temps, il y a tellement de grandes choses ici. Là-bas, il y a tellement peu d'événements comme ça. En fait, quand il te voit, lui, il a fait sa journée, hein, tu vois. Ouais. Et il va te le montrer. C'est Ouais. ça le truc, c'est comment il te montre qu'il t'aime. C'est autre chose. Donc, j'ai voulu faire ce combat. Dès qu'on m'a proposé, j'y suis allé, tu vois. J'ai été là-bas. Ça se passe bien. Puis je mets un KO au premier round. Et je vois que l'accueil de ce combat sur DAZN en Angleterre par les journalistes anglais, ça n'a rien à voir. Okay. Non, je boxe un mec qui est pas fort. Ouais. Et je le mets KO au premier round. Après, je fais mon boulot, moi. Mais un mec en face de moi, je le descends. Ouais. Mais je vois les éloges. Je dis, ah ouais. Tu vois. Alors qu'en France, tu sais, j'entends les trucs. Ouais, bon, voilà, il vient, il fait son boulot, il part. Tu sais, c'est un peu rabaissant. Poto, ça fait 6 mois que je m'entraîne. Tu vois, on met un mec en face de moi, je descends. Je sais pas, applaudis-moi, fais un truc. Et ouais, donc j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé ce côté-là. Et franchement, les Anglais, dans ça, ils sont forts. Tu vois, ils sont forts. Et c'est pour ça qu'au final, bah, tu as des grands combats qui se font là-bas. Tu vois, parce qu'ils arrivent à hyper le public. Même le public, il est dans une autre dynamique. Tu vois, il est pas... il sort pas du boulot et il arrive en mode divertis-moi. Tu vois, il arrive, il est déjà content. Ouais. Il est déjà content et voilà, il va passer une bonne soirée. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien en ce moment-là. Ouais, il y a de l'avance. De toute façon, il y a de l'avance. Hein. On va pas se mentir sur la boxe en Angleterre. Alors que pourtant, on avait une certaine avance avant, mais ils nous ont je pense que c'est dans le sport en général. Tu sais, j'ai été voir un match de foot de Ligue 2 là-bas, de Championship, et j'étais choqué. Ouais, c'est choquant. Je vois dans les tribunes, je vois des pères de famille, des mères, je vois des enfants, je vois des vieux, et ils viennent pour passer un moment convivial. Ils viennent pour kiffer. Tu vois. Et on commence à avoir ça sur certains événements en France, mais c'est pas partout. Et tu vois, ils viennent, en fait, c'est un divertissement. C'est comme, je sais pas, tu vas au cinéma, tu viens pour kiffer, tu vois. Tu vas pas jeter tes popcorn sur le truc, tu vois. Et je pense qu'en France, on a besoin d'être dans un état d'esprit de kiffance. Tu vois. On vient pour kiffer, les gars.
Viens pour Ouais. kiffer. Il y a un shift, ça commence peut-être à s'opérer avec les plus jeunes que nous, moi Bien j'ai sûr. l'impression. La nouvelle génération, je trouve que c'est différent. Ouais, je pense qu'ils ont un petit peu plus cette propension-là. Il y avait des gens un peu plus sérieux, on va dire, dans nos générations de fans. Enfin, pas sérieux, ça veut pas dire que les jeunes ne sont pas sérieux, simplement qu'ils étaient plus. Voilà. T'avais Ouais, du c'est public des trop, fois qui ouais. pouvait être cathédrale dans un combat de boxe Ouais, parce voilà. que. Ouais. Alors que, viens, on crie, on fait un truc, on Ouais. s'amuse, tu vois. Moi, je viens supporter mon gars, tu viens supporter ton gars, et au final, ça reste du sport. Ouais. Alors, on est là pour faire kiffer. Tu vois, moi, je fais un combat, que je gagne, que je perds. Tu veux que le public il prenne son pied, tu vois. Et quand t'as les mecs qui te supportent, franchement, ça, c'est un truc que tu ne retrouves nulle part. Tu vois, c'est un peu comme les mecs qui disent quand tu fais de la scène en musique, bah, c'est pareil. Ouais. Tu montes sur un ring, tu vois la foule qui t'acclame. Ouais, là, c'est différent. Avant de partir justement sur ce qui va se passer en termes de combat et d'accueil du public anglais contre Okoli, déjà Okoli est là-bas lui aussi, donc Ouais. j'imagine que c'est quelque chose qui se construit parce que nous on s'attendait à ce que tu boxes Bacolé. Ouais. Tu vois, on s'attendait pas à ce que ce soit Okoli en fait. Et en fait, après, quand tu reconnectes, tu refais le puzzle, tu dis, bon, effectivement, ils étaient sur la même carte, ils ont Bien parlé sûr. un petit peu, il y a des interviews communes. Toi, c'est quelque chose que tu savais ou ça s'est vraiment fait en dernière minute comme Moi, nous, je on a savais fait, que quoi. j'avais un combat en avril. Ouais. Je savais que j'ai signé avec Frank Warren et Queensberry pour. Ils ont dit qu'ils ont envie de s'implanter en France. Mhm. Donc, je savais que je boxais en avril à Paris. Je ne savais pas encore qui. On m'avait proposé. Comment il s'appelle? Un Nigérien petit, 13, qui a boxé Wardley. Là, je l'ai pas, mais ça Un me peu remarque. ghetto. Ronan. Il a boxé Philippe Ergovic l'été dernier. Ah, Tété. Non, Adélé, David Adélé. Adélé. Ok. Voilà, on m'a proposé Adélé, tu vois. Et donc je dis oui. Puis au final, ça se fait pas. Et bam, on arrive. Il me dit, Franck Warren, il me dit, écoute, j'ai une top proposition pour toi. J'ai Laurence Okoli, qui est numéro 1 WBC. Mais tu peux pas refuser. Je dis, ben, bien sûr que oui. Tu vois, ça c'est. Limite, pour moi, c'est un signe. Ouais. Mais tu vois, j'ai touché les bas-fonds. Je me suis refait petit à petit. Et là, maintenant que je sens que je suis en pleine reprise de confiance, etc., tu me mets ça sur ma route, mais je cours. Tu vois. Ouais. C'est au moment où tu le voulais qu'il arrive ce combat. C'est au moment où je le voulais et où j'en avais besoin. Tu vois. Ouais. Et bam, on me propose ce combat. Pour moi, c'est ma chance. Non, parce que c'est vrai que nous, on est hypé quand même par Ouais. l'histoire avec Bacolé. Bien parce sûr. que déjà, premièrement, et je tiens à le dire, parce que ça fait sourire, même rigoler, et t'es content de voir ce qui se passe, mais on te voit au Congo, on te voit en train de faire le tour des médias. En Lingala, t'es en train de faire rigoler tout le monde. Donc nous, on dit, attends, c'est un truc de fou, les gars, ils contrôlent. Et en fait, ça m'a fait rire parce que c'est là où je me dis, c'est vrai que les gens, à travers les médias, ils te connaissent pas. Ils te connaissent pas. Tu vois. Bah ouais. Et, parce que moi, j'ai reçu énormément de messages ou ce que je voyais sur les réseaux sociaux, des gens qui étaient choqués que je parle lingala. Ouais. Moi, les gars, Ouais. comment t'es choqué? En fait, t'es choqué de quoi? Parce que c'est moi, mais moi, c'est moi. Ouais. Et je me filme pas en train de parler lingala à la maison avec mes parents ou ils savent pas forcément la culture africaine congolaise que j'ai, tu vois, qui fait partie de moi. Et donc, quand je vais là-bas, le fait que ça choque les gens, moi, ça me choque aussi. Parce que je me dis, mais moi, je me connais quand Ouais, même. toi, Tu tu dis vois. comment c'est possible. Voilà. Et en fait, je me dis, ah, c'est un côté que j'ai pas partagé. Exactement. C'est vrai. C'est un côté que j'ai pas partagé, que j'ai pas montré. Ouais. Et ça m'a fait du bien de pouvoir communier avec le public par rapport à ça. Des gens qui se sont retrouvés en moi, des gens qui se sont dit, en fait, bah ouais, c'est un mec qui a une double culture. Et, Il y a eu un vrai changement. ah ouais, complètement. Tu l'as perçu, toi aussi. Ouais, complètement d'une certaine part de la population. Et puis, j'ai vu un changement, que ce soit des fois dans le bon, des fois dans le mal, des fois dans le fait de ah, mais en fait, il nous lâche, il change de Il y a eu nationalité tout l'imbroglio, sportive. ouais, Il tu y a changes tout et un tas tout. de trucs, tu vois. Ouais. Et moi, je me dis, mais tout ça pour si peu, tu vois, juste parce que je commence à, Ouais. tu vois, et ça fait partie de moi, en fait, tu vois. Mm. Mais ça m'a fait du bien. Ouais. Ça m'a fait du bien. En plus, là-bas, la communication est différente en Afrique. Encore plus dans les pays comme le Congo ou la Côte d'Ivoire. Cameroun, Ça charrie à mort, tu vois. Il n'y a pas d'humilité, sa maman là-bas. Non, Il n'y non, a non, pas d'humilité, Non, tu non. viens et ça m'a fait du bien Ouais. parce que tu peux être toi-même, tu peux dire ce que tu veux. Les gens vont pas Et mal c'est le bien prendre. perçu. Ouais, c'est bien perçu, ils aiment ça, tu vois. Ouais. Ils aiment le show un petit peu à l'américaine. Ouais. Et non, franchement, ça m'a fait du bien, c'était marrant. C'était marrant, c'était cool. Et voilà, donc on a parlé de ce combat avec Bacolé qui normalement doit se faire. Et une fois que du coup
on a parlé de tout ça, on a commencé à mettre les choses en place. On m'appelle pour Okoli. Donc forcément, moi, je déconnecte de Bacolé et c'est tout droit sur C'est ton Okoli, choix tu vois. parce que tu vois qu'il y a une trajectoire Bien sûr, sportive bien qui est beaucoup plus intéressante. Bien sûr. Alors qu'en soi, en termes de hype, Bacolé, ça le faisait. Financièrement, c'était plus intéressant. Mais je reste dans ma logique de... moi, j'ai un objectif sportif, tu vois. Et ça passe par Okoli, là. Ouais, et Okoli, donc pour présenter un petit peu, hein, c'est un combattant qui a 23 victoires pour une seule défaite, qui est un ancien champion du monde des cruiserweight, donc des lourds légers et des bridgerweight, même si c'est une catégorie qui est neuve et on ne sait pas trop si les gens y vont ou n'y vont pas. Enfin, je n'ai pas envie de dire qu'elle compte pas, mais bon, je vais dire qu'il a été champion du monde des lourds légers, ça c'est clair et net et précis, et qu'il est champion WC Silver. Juste, et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour ton avenir. Exactement, ça c'est très intéressant dans le sens où on va dire que ce combat, ça s'apparente un petit peu à une demi-finale mondiale. Parce que derrière Okoli, Usyk, on ne sait pas forcément s'il garde la ceinture ou pas. Certainement que le champion, ce sera Kabayel. Et donc tu te dis, tu passes Okoli, tu peux avoir une chance de titre mondial face à Guy Kabayel, tu vois. Et après tout ce qui s'est passé ces dernières années, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Donc forcément, là, on est dans Creed, là. Ah, complètement. On est dans Rocky, on est dans tout, tu vois. Donc là, je fonce tête baissée. Et c'est pour ça que j'ai le sourire aux lèvres depuis plusieurs mois maintenant, parce que je suis content. Je suis content que ça se passe, je suis content que ça arrive. Et je bosse énormément parce que j'ai envie de saisir ma chance, tu vois. J'ai envie de me prouver à moi-même, de prouver à ma famille et de prouver aux gens qui me supportent, tu vois. Même pas les détracteurs, parce que en fait, j'ai arrêté de les calculer. Mais tu sais, je reçois tellement de messages d'encouragement, de gens qui me soutiennent depuis 10 ans, tu vois. Des fois, tu vois dans les DM, tu remontes dans la conversation. Et tu sais, des mecs qui me soutiennent depuis les JO, et qui sont là, ils sont encore derrière toi. Et je me dis, putain, je me dois de leur donner quelque chose à ceux-là, tu vois, parce qu'ils m'ont pas lâché. Ouais, puis là, c'est quelque chose qui va faire se rapprocher. Okoli, là où ça va être intéressant, et à la fois tricky, à la fois assez spécial à aborder, c'est que moi je considère, écoute, dans la catégorie, tu as Fury et Usyk, qui sont les deux artistes qui sont très au-dessus du lot et qui ont leur style de boxe très caractéristique. Ensuite, tu vas avoir des Joshua, tu vas avoir des Dubois, tu vas avoir des Wardley, tu vas avoir des Joyce. Chisora et Wilder, on y revient juste après parce qu'il me faut ton avis là-dessus. Mais c'est des bagarreurs. Pour le reste de la KT, c'est des bagarreurs. Mais toi, tu prends le gars qui a un style bizarre, très particulier, très bizarre. Très bizarre, très bizarre. C'est pour ça que ce combat, c'est pas forcément un combat qui me faisait rêver de base, tu vois. Mais il y a cette ceinture derrière. Mais parce qu'au collier, en fait, tu sais pas forcément à quoi t'attendre. C'est un boxeur qui est awkward, comme ils disent les Anglais. Il est bizarre, pas forcément prévisible. Donc voilà, après, il faut y aller avec ses armes et faire ce qu'il faut, tu vois. Ouais. Comment tu le décrirais, son style, pour quelqu'un à qui tu voudrais dire, regarde mon combat, regarde ce que je vais affronter. Il est bizarre. Il est bizarre, il a une grosse droite en contre, tu vois. Très grosse droite en contre qui surprend énormément parce qu'elle est rapide et bien placée. Maintenant, en fait, c'est un combat, je peux pas dire comment ça va se passer. C'est pour ça que j'ai hâte, en fait, d'être sur le ring, que la cloche sonne pour savoir. En fait, montre-moi, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, j'ai hâte d'y être. Parce que tu disais à mes confrères de l'équipe que tu avais regardé une dizaine de ses combats. Et donc j'imagine que tu as une bonne connaissance de son style maintenant. Tu as ramené les sparring partners. Mais est-ce que tu as réussi à trouver des sparring qui reproduisent ça? J'ai trouvé un sparring qui est comme lui. Ok. Et franchement, je suis content. Et puis je le rince bien parce que c'est lui, tu vois. C'est ce mec-là, il boxe comme lui. Et franchement, ça a été compliqué au début parce que c'est bizarre, tu vois. Mais voilà, on travaille dessus et aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu penses qu'ils le savent que tu as trouvé un gars comme ça? Oui, parce qu'ils ont vu, j'ai posté... Donc on peut dire son nom alors? Oui, bah, je sais même pas comment il s'appelle. Il s'appelle Will. Will. D'accord, c'est un anglais. C'est un anglais. On l'appelle All Night Long, parce que c'est un mec qui est il est durable, tu vois. Et non, franchement, parfait, sparring parfait. Bon, ça c'est bien, parce qu'encore une fois, préparer un mec comme ça, c'est très difficile. C'est compliqué, c'est dur. C'est un cauchemar pour un boxeur. Et j'ai la casquette de coach depuis plus de 15 ans maintenant. C'est encore pire pour un coach, je vais pas te mentir. C'est un casse-tête parce que tu sens que tu dois quelque chose à ton boxeur. Ton boxeur, il dit on fait quoi, tu vois. Et je me mets à la place de Don Charles, je me dis c'est quand même un bourbier. Mais en même temps, l'opportunité, elle est tellement... Non, mais l'opportunité, elle est magnifique. Tu passes pas à côté, tu vois.
Ouais, c'est impossible. Comment tu te situes dans le paysage des poids lourds? Là, tu viens en territoire ennemi. Okoli, c'est c'est peut-être pas le plus populaire chez lui là-bas en Angleterre, parce qu'encore une fois, il y a une génération de poids lourds qui a fait beaucoup. Et on parle des Anglais, mais donc on rajoute dans le mix Usyk, on rajoute Ergovic, on rajoute Bien les gars de sûr. ta génération Bien en fin de compte, des JO notamment, qui sont venus boxer là-bas eux aussi. Comment tu te situes par rapport à ces gars-là aujourd'hui? En termes de niveau, Je trouve qu'aujourd'hui, ma génération, c'est elle qui arrive à maturité. Tu vois. Ouais. Tu as la génération des Usyk, Fury, même Joshua, qui sont sur la fin. Ouais. Chisora, Wilder, etc. Ils sont vraiment sur la fin. Les Zhang et tout, ils ont 42 ans. Ouais. Et tu as ma génération, Ergovic, Parker, Dubois qui est un peu plus jeune, Kabayel, Wardley. Tu as tous ces mecs-là maintenant qui arrivent dans le haut. Et comment je me situe par rapport à eux, je me dis, je gagne ce combat et je suis avec eux. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est ça. ouais, c'est Je ça. gagne dans le combat, je suis dans le top 10, tu vois. Et je veux être là-bas. Et quand tu vois justement que cette génération-là, qui a réussi à faire ses lettres de noblesse, parce qu'ils ont fait des gros combats, etc., pour certains, ils ont réussi à récupérer une ceinture, mais on a l'impression que votre génération, justement, elle a eu du mal Ah oui. à aller au Mais- sommet. Mais parce que, déjà, comme j'ai dit, c'est une catégorie en maturité tardive. Ouais. Et il y a des gros noms en face, tu vois. Ouais. Il y a des gros noms en face. Et je me dis, en vrai, ils sont pas en retard. Ils ont 32, 33 ans pour la plupart. Et là, ils sont au niveau et ils vont rester pour un moment. On est trop dur avec eux, en fin de compte. Parce que oui, c'est une génération qui est très talentueuse, mais elle est arrivée très tôt. Tu vois, donc Ouais. il a fallu lui laisser le temps. Et au final, quand tu regardes un mec comme Ergovic, on se connaît depuis les juniors, tu vois, on a Ouais. le même âge. Il a fait des combats, il a gagné les combats qu'il fallait, mais il n'a pas été champion du monde, tu vois. Et au final, je gagne mon combat du 25, on se retrouve au même Ouais, endroit. c'est au tu même vois. On est pareil, lui et moi. Ouais. Donc voilà, chacun, après moi, je pars du principe où chacun a sa route. Mhm. Chacun a sa route et voilà. Et après, il y a des mecs, bon, il n'y en a pas beaucoup encore, mais qui poussent déjà. Il y a un phénomène qui s'appelle Moses Thomas, qui arrive fort, Ah ouais. qui est assez particulier. Est-ce que c'est des mecs que tu vois passer devant parce que, bon voilà, il réunit à peu près tout? C'est-à-dire qu'il En fait, t'apporte un ça, c'est puncher. les emmerdeurs. Parce Ouais. que, t'as vu, quand t'arrives dans un sport, quand t'arrives au niveau, tu regardes ceux qui sont là. Tu vois, tu regardes devant toi, tu regardes les... C'est un peu plus vieux que toi, les Usyk, les Fury, tout ça. Tu regardes pas derrière. Ouais. Tu regardes jamais derrière, en vrai. Tu vois. Tu devrais pas. Et quand tu commences à regarder derrière, tu vois Moïse Thomas qui bombarde tout. Ouais. C'est chiant, c'est chiant. Tu vois, ah ouais, c'est chiant parce que le mec, il est fort. Ouais. Le mec, déjà, il est gaucher. Donc, ça, c'est un casse-tête en tant que boxeur et entraîneur, tu le sais. Et voilà, c'est un puncher, il est technique. Et surtout, il a cette... pas cette innocence, il s'en fout. Tu sais, il est Oui. jeune. Ouais, clairement. Donc, pour lui, il est fort. Ouais. Tu vois. Tu sais, quand t'es jeune, t'as peur de rien, en vrai. Tu vois. Et puis ça tombe tout le temps. Ouais, ça tombe et on lui met... il a un très bon promoteur. Donc, ils font passer les step by step, combat par combat, parfaitement, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas mis un bourbier en face de lui. Donc, je suis content. Maintenant, à voir ce qu'il propose sur un combat face à un mec qui va... Un mec du haut niveau, tu vois. Un mec comme... je sais pas, il parlait d'Ergovic. Ouais, parce qu'il y en a qui parlent déjà d'Usyk. Non. Trop tôt. Trop tôt, et puis je pense même pas qu'Usyk, lui, il veuille le boxer. Ouais. Tu vois. Tu te mets à la place d'Usyk. T'es champion indisputé de la catégorie des poids lourds. Pourquoi tu irais boxer Moïse Thomas? Les gens te diront pour la legacy. Non, la Legacy, t'as battu Fury 2 fois, Ouais. Joshua 2 fois, Dubois 2 fois. Tu vas aller boxer un mec qui est tout jeune, contre qui t'as tout à perdre et rien à gagner. Il va jamais le boxer. Moi, personnellement, je pense que Usyk ne boxera pas Thomas. C'est mon avis aussi. Surtout depuis qu'il a pris le combat contre Rico Verhoeven, Tu vois. moi j'ai compris la fin de carrière d'Usyk. là, à Ça y peu est, près. il Ça y est est. là, il faut le comprendre. Il Ouais. va faire de l'argent, puis il se tire. Il parle de reprendre Fury, il a battu 2 fois. Hein, mais Oui, parle de faire mais une parce que trilogie. c'est une trilogie qui va faire vendre, etc. Et en vrai, il a 38-39 ans, là, Usyk. Il faut Ouais. le laisser tranquille, tu vois. Non, mais pour moi, il mérite. Ouais, Tu vois, bien il sûr, mérite, oui. il fait ce qu'il veut. Bien là. sûr, champion disputé en lourd léger, puis en ouais. lourd, Et puis champion en lourd. olympique, Bah, attends, le mec, il a une carrière parfaite. Tu peux peux. rien lui dire. en 20, C'est pour ça que là, en les 22 gens, combats. ils me parlent du fait qu'il boxe Rico. Et je dis, les gars, lui, laissez-le. Ouais. Mais en fait, faut pas parler avec lui. Lui, il a fini le jeu, personne ne parle avec lui. Même s'il veut boxer Jack Paul, laissez-le Non, c'est tranquille. intéressant qu'un membre de cette catégorie des poids lourds actifs donne ce respect-là quand même, parce Ah qu'il y en non, a qui mais seraient frustrés, tu vois. Non.
tu es obligé de mettre du respect sur un mec qui mérite le respect. Champion olympique, champion du monde en lourd léger, il passe en poids lourd, il bat tout le monde et il les bat 2 fois en plus, tu vois. Ouais. Tu peux rien dire. Ce mec-là, une fois qu'il va s'arrêter, on va comprendre que voilà, il est dans les GOAT des poids lourds, hein, clairement. Ouais, non, mais c'est clair. Je pense qu'à la fin, il terminera très très haut. Il est déjà très très haut de toute façon. Et il est en train de conclure sa carrière comme il l'entend. Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la capacité et ce nouvel acteur que tu as vu arriver, j'imagine, débouler Bien sûr. plein pot, Turki Al-Alcher et toute la puissance financière qu'il y a avec. Comment tu vois ça? Comment tu vois cette arrivée-là dans la boxe? Moi, je le vois d'un bon oeil. Hein. Tu sais, quand il y a de la concurrence, ça redistribue les cartes. Et nous, ça nous fait toujours du bien, nous boxeurs. Dès qu'il y a de la concurrence, forcément, tu sais qu'ils vont mettre plus de moyens financiers dedans et que du coup, il y a plus de communication sur ça. Ouais. Ça peut faire que du bien, la boxe. Ça a injecté beaucoup d'argent. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on se dit qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette histoire. Là, ils ont lancé Zuffa Boxing. Donc, on imagine, ils ont signé une centaine de boxeurs. Donc, ça va redescendre un peu en termes d'investissement financier, mais peut-être pas en termes d'exposition. Il y a eu les Riyadh Season ces dernières saisons qui ont très bien marché, où du coup, il y a une grosse exposition, surtout pour les poids lourds, tu vois, parce qu'on est dans une génération où il y a énormément de bons poids lourds. Ils ont mis un petit coup d'arrêt à Riyadh Season en lançant du coup Zuffa Boxing. Je ne sais pas ce que ça a donné. Parce que tu sais, les organisations en boxe, c'est très vieux. Tu vois. C'est très vieux et je vois mal comment ils vont concurrencer les gros promoteurs, les Top Rank, les Eddie Hearn, les Frank Warren. Ça se bagarre, mais je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je regarde ça un petit peu de loin. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup à analyser là-dedans. On verra comment ça va se passer. Moi-même, j'ai fait pas mal soit d'articles écrits, soit d'émissions là-dessus pour expliquer ce qui se passait, parce que c'est des gens qui veulent réformer le Aliact et pas de la bonne manière. Ce sera au détriment des boxeurs. En fait, le problème, il est là. Et pour moi, Zuffa Boxing en tant que tel, Riyadh Season, c'était bien, mais Zuffa Boxing, pour moi, c'est pas quelque chose de bien. Surtout, en fait, dès que tu vois Dana White quelque part, c'est pas quelque chose de bien. Parce que c'est vrai que, médiatiquement parlant, il a réussi à faire un truc de fou avec l'UFC. C'est très bien ce qu'il fait. Mais les mecs, ils touchent rien. Tu vois, c'est la raison pour laquelle Conor McGregor il est venu en boxe anglaise, pour laquelle Francis Ngannou il s'est tiré. Parce que quand tu regardes, moi j'avais vu les bourses de Cyril Ngannou, championnat du monde poids lourd. Je crois que Gane il avait pris un truc genre $500,000 et Ngannou il a pris $900,000. Vous faites quoi là, les gars? Tu vois, Ngannou il est parti boxer Joshua, il a pris 20 millions d'euros. Ouais, c'est autre chose. Tu vois, c'est pas pareil. Alors que nous, en boxe, on est protégé avec le Ali Act, dans le sens où on a un pourcentage de ça qui doit nous revenir. Qui est garanti, Et Dana White, non. Dana White, il veut tout manger. Le mec, il est multimilliardaire, mais il veut pas laisser les gens manger. Laisse-les manger. C'est eux qui combattent, tu vois. C'est eux les gladiateurs du truc. Laisse-les manger. Tu te rends compte que tu arrives à l'UFC. Moi, j'ai un sponsor. J'arrive à l'UFC, j'ai pas d'avoir sponsor. Ouais, c'est vrai. J'ai pas mon sponsor. C'est lui, il a son sponsor. C'est lui qui a son sponsor de boisson, il a son sponsor équipementier. En fait, il a tout. Tu vois. Et il te donne une prime selon ton nombre de combats. Le sponsor va te donner une prime de l'ordre de $2,000 par rapport à ton nombre de combats. Non, pour moi, c'est pas ouf le fait qu'ils viennent dans la boxe anglaise. Ceux qui écoutent cette émission et qui me connaissent savent très bien à quel point je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ceci étant dit, j'ai mis un petit peu récemment dedans mon nom en me disant que l'avantage, entre guillemets, c'est qu'il y a certains boxeurs, malheureusement, qui n'ont ni lumière, ni pour capacité, eux, c'est bien. Moi, je connais des mecs qui ont signé à Zuffa Boxing. Parce que sinon, tu boxes pas. Moi, je connais des mecs qui ont signé dans Zuffa Boxing, comme Maxime Vaz. Raphaël Moni. Et c'est très bien. Parce que du coup, ça leur donne l'opportunité de boxer. C'est des mecs qui n'ont pas forcément de combat. Tu vois, je le vois, Maxime, à chaque fois, il s'entraîne. Il n'y a pas de combat derrière. Et ça, c'est relou. Même psychologiquement, tu as l'impression que tu n'avances pas parce que tu ne fais pas de compète. Donc c'est bien pour des mecs comme ça. Mais est-ce qu'ils vont arriver à aller chercher le très haut niveau? Ils ont signé Conor McGregor pour un combat. Est-ce que c'est quoi? C'est un coup de pub? Ça va s'inscrire sur la durée. Ils pourront pas faire la même chose qu'en UFC parce qu'il y a déjà des organisations qui derrière mettent bien des boxeurs, tu vois. Donc ils sont obligés d'élever un petit peu les prix. À voir, franchement à voir. Ouais, c'est clair, il faudra observer, voir comment ça va évoluer tout ça en termes de boxe. J'ai besoin du coup d'avoir ton avis, Tony, sur le combat de ce week-end entre Deontay Wilder et Derek Chisora. Qu'est-ce que tu en as pensé? Pour rappel, Wilder a gagné, a battu Chisora au point. Il y avait une grosse hype autour du combat, et je le comprends, parce que Wilder, c'est un très grand nom de la boxe poids lourd. Il a marqué son temps, et Chisora aussi. Parce qu'il a fait des guerres avec tout le monde. Il a pris tout le monde. Tu vois, il a pris tout le monde, c'était son dernier combat, annoncé.
Et il y avait une belle hype autour de ça, tu vois. Lui qui a demandé à Wilder s'il gagnait, il prenait sa retraite avec lui, etc. Ouais. C'était beau, je trouve, tu vois. Même, franchement, la communication qu'ils ont fait autour de ça, les interviews en croisé et tout, c'était bien. Je trouvais que c'était bien pour leur legacy, tu vois. Ouais. Maintenant, le combat en lui-même, quand j'ai vu, je me suis dit, j'espère qu'ils arrêtent. Ok. Tu vois, parce que un des deux face à Itoma ou Dubois, en fait, on fait un sport qui est dangereux. Ouais. Tu vois, on fait un sport qui est dangereux. Quand tu commences à voir l'autre, il a 42, l'autre, il a 40. Les gars, on a des familles, on a des enfants. Moi, ça m'a fait de la peine. Ouais. Tu vois, moi, le combat m'a fait de la peine à un moment parce que je me suis dit, il y en a un des deux qui peut, tu sais, ça peut avoir des conséquences graves sur la santé. Et vraiment, j'espérais que ce soit leur dernier. Wilder, il est dans une dynamique où il n'a pas accepté ses défaites. Tu vois. Ouais, jamais. Il n'a jamais accepté ses défaites. Et pour lui, il est encore le boxeur qu'il était, le cogneur qu'il était. Et du coup, il veut montrer au monde qu'il est encore ce boxeur-là alors qu'il ne l'est plus. Et c'est dans ce sens-là où lui, il me fait de la peine. Je me dis, il ne sait pas vivre avec son temps. Et il n'a pas encaissé tout ça, tu vois. Après, est-ce que c'est la faute de lui, de son entourage, je sais pas. Dès qu'il a une défaite, il vire toujours ses coachs, tu vois. Et, parce qu'il ne veut pas se remettre en question. Et je me dis, là, il veut continuer, mais il va boxer qui? Pour moi, Joshua, paraît-il. Pour moi, il est un petit peu en train de détruire ce qu'il a construit, tu vois. Parce que, admettons, Wilder, il serait retiré après son combat face à Parker, ça va. Ouais. Tu vois. Il a perdu quelques combats, il sait que c'est la fin, il se retire. Là, il traîne le truc, il finit, regarde, il perd face à Zhang. Là, s'il boxe, peu importe qui boxe du top 10, ça va être très compliqué pour lui. Tu vois. Et j'ai peur que ça finisse comme Roy Jones ou Holyfield, qui sont des légendes de la boxe, qui pour moi se sont sabotés tout seul à la fin. Tu vois. Ouais, en prolongeant une série de défaites. Et le problème, c'est que quand tu es dans cette série de défaites-là, tu rencontres une nouvelle génération qui ne parlera de toi que dans ces termes-là. C'est ça. Et aujourd'hui, quand tu parles aux jeunes, tu te dis, quand il parle de Wilder, limite, il parle pas de lui respectueusement. Alors que Wilder, c'est Wilder, quoi, tu vois. Ouais, c'est un autre gars qui m'a valu beaucoup de problèmes quand je disais que savoir placer une droite dans le bon timing, c'est très technique et je vais insulter. Le mec, il fait partie des très grands noms de la boxe du XXIe siècle, tu vois. Donc, bien sûr, je pense que le style. Pour son héritage, pour moi, voilà. Le combat, il s'est fait, il fallait qu'il se fasse, mais j'espère qu'ils arrêtent. Ouais, voilà. En toute franchise, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai vu le combat et c'était une grosse bagarre de saloon. Donc ça peut, quand t'es dans la salle, je pense que t'es content parce que c'est ambiancé, voilà. Maintenant, quand t'es devant ta télé et que t'es un fan du Noblard, là, tu dis c'est un peu difficile à regarder. Ouais. Surtout quand tu vois la direction que prennent les poids lourds aujourd'hui, les jeunes poids lourds qui sont à la fois techniques et athlétiques. Comme je t'ai dit, c'est un sport de combat, c'est un sport qui peut laisser des traces. Sur ta santé. Donc, c'est dit un des deux face à Itoma ou quoi. C'est dur. Pour revenir du coup à ton combat contre Laurent Sokoli et ce qui pourrait se passer après, on est dans une projection, même si je sais que vous n'aimez pas vous projeter et c'est normal, mais c'est mon rôle à moi de le faire. Dans l'optique où tu passerais Laurent Sokoli, t'es top 10 mondial, t'es installé dedans, est-ce que ce serait tout de suite de viser une ceinture mondiale parce que tu te dis c'est bon, j'ai plus de temps à perdre, ou est-ce que c'est d'abord de prendre un autre gars, un autre top pour pouvoir ensuite continuer à... Franchement, je vais pas te mentir, là, je vois pas plus loin que le 25 avril. Je dépasse pas. Mais même dans ma vie, c'est-à-dire que je sais pas ce que je fais le 26. Ok. Ouais, tu pars en vacances après, je sais pas. J'ai rien prévu parce que je veux rien prévoir. Pour moi, c'est le 25 avril et on verra après. Le mindset, c'est vraiment... Mindset, c'est le 25 avril. Je pense que je fais tout ce qu'il faut dans ma préparation pour être en forme ce jour-là, pour que ce soit mon moment et ma soirée. Et voilà, je vais arriver sur le ring avec cette dalle et cette ambition de passer ce cap-là, tu vois. C'est donc avec ton nouveau promoteur, Queensberry, que ce combat se fait, mais c'est en France, donc c'est organisé par Samake Productions, donc par Issa, le papa de Bakary. Tu avais parlé, toi, dans d'autres interviews, que ce serait bien justement que vous soyez dans des soirées où on a les deux locomotives de la boxe. Et donc c'est ce que vous allez faire, Bakary et toi, donc c'est quelque chose pour lequel tu es plutôt content, j'imagine. Je suis content. Après mon dernier combat l'année dernière
à l'Adidas Arena, j'avais dit, j'ai déjà boxé avec Souleymane Soko, mais j'aimerais bien qu'on fasse des grandes soirées avec Bakary, avec Kevin Lele-Sadio, avec Bruno Suras, Christian Mbili, Ouais. tu vois. Tous ces mecs qui font vivre la boxe en France aujourd'hui. Et donc, je suis content que Queensberry ait mis sur place cette grosse soirée boxe, parce que du coup, il y a mon combat, il y a le combat à Bakary, mais il y en a d'autres aussi, tu vois. Ouais, T'as Seydi Ladri Coupé, notamment. Ouais. tu vois, t'as Khalil Ladri, t'as Mourad Aliyev, tu vois, t'as tout un tas de bons boxeurs qui vont pouvoir boxer à ce moment-là. Et je trouve que en termes de diversité, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une soirée aussi pleine en France, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a, il y a un renouveau de la boxe en France. Il y a des choses qui se passent contrairement à ce qu'on croit. Parce que on entend toujours dire la boxe est morte, je sais pas quoi. Moi, je vois beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'événements, de galas un peu partout. Ton frère, il a boxé en Normandie, par exemple. Donc, c'est pas spécialement centralisé, c'est Bien pas sûr. que Paris. Il y a des choses qui se passent et qui sont plutôt intéressantes. En parlant de ton frère, justement, il est challenger officiel de Milan Prat pour la ceinture européenne. C'est, tu l'as dit, vous êtes exprimé là-dessus, quelque chose que vous avez accueilli avec beaucoup de fierté. Bien sûr. Comment. Ton frère, évidemment, c'est ton petit frère. Donc nous, on l'a reçu il y a 3 semaines maintenant. Et il parle de toi comme un petit frère qui admire son grand frère et qui est dans ses pas et qui te soutient au maximum. Toi, tu l'as avec toi à Londres. Tes 2 petits frères sont avec toi dans le camp. Ton papa aussi te rejoint. Comment est-ce que tu arrives à avoir un œil sur sa carrière qui est très, j'ai envie de te dire, professionnelle? Donc mettre un petit peu le grand frère de côté et dire il faudrait que ça se passe comme ça pour que ça se passe bien? Ou est-ce que c'est plus le côté protecteur et donc avoir certaines opportunités, les ralentir, l'accélérer Comment tu arrives à faire le... En fait, moi, je suis passé par là, tu vois, il n'y a pas longtemps. C'est comme si tu passes par un chemin en voiture et ton frère, il arrive 10 minutes après. Tu vas lui dire ce qui se passe sur la route, tu vois. Donc, il y a des erreurs que moi, j'ai faites, que je ne veux pas qu'il fasse. Et il y a les opportunités que je n'ai pas prises et que j'aimerais que lui, il prenne, tu vois. Ce combat face à Milan Prat, c'est lui qui va décider si oui ou non il a envie de le faire. Je sais qu'il a envie de le faire. Maintenant, comme d'habitude dans la boxe, il faut que c'est un combat face à un grand champion, tu vois. Et c'est un combat qui a de la gueule. Oui. Et s'il se fait, il faut qu'il se fasse bien, tu vois. Pas qu'on le fasse derrière les buissons, sans aucune télé, sans rien. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Ouais, donc tu vois un gros choc franco-français avec Bien quelque sûr. chose. Et moi, c'est un truc que je mets toujours en avant. Pour moi, les combats qu'il faut qu'on fasse en France, c'est des combats franco-français. On n'a même pas besoin de l'étranger sur certaines fight cards pour moi. Tu vois. Et le problème, c'est qu'en France, on fait tout le contraire. On fait tout le contraire. Si tu regardes les Anglais, se boxent entre eux. Et c'est toujours quand ils se boxent entre eux que c'est les plus grosses recettes. Regarde Eubank contre Conor Ben. Ouais, exactement. Alors qu'en soi, c'est pas les 2 meilleurs au monde, hein. Mais quand ils font ça... 90 000 personnes. 90 000 personnes. Tu fais Joshua Dubois. Là, on attend Joshua Fury. Pourquoi? Parce que c'est un combat anglophone, tu vois. Et quand on fait des combats franco-français, regarde quand on a eu, même si on l'a eu un peu tard, on a eu Sorovitu. Oui. Tu vois. Mais tout le monde va aller le voir. C'est clair, super souvenir. On a parlé de Mbili Sadio. Au final, le truc, il va pas se faire, je sais. Parce que les mecs, ils mettent pas en place ce qu'il faut mettre en place. Mais c'est un combat que tout le monde veut voir. Bien sûr. Quand tu as eu Samake et Moussaoui, on a kiffé ce combat. Et moi, je le dis, c'est des combats franco-français qu'il faut faire. C'est pour ça que je voulais boxer Johan Jopa. C'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais boxer Tronchet. Parce qu'en soi, à l'international, ils s'en foutent de ce combat. Mais nous, on a envie et on a besoin de ça. Parce que tu as 2 communautés, tu vois, 2 régions, 2 mecs qui viennent avec ses supporters. Et en fait, en vrai, on fait vivre notre sport chez nous, par nous-mêmes, tu vois. Et on a besoin de personne d'autre. Donc je dis, en fait, boxez-vous entre vous. Les mecs, ils ont toujours peur de perdre contre le français et ils acceptent d'aller faire la chèvre à l'international. Non, mais en vrai, c'est vrai, tu vois, t'acceptes d'aller prendre des coups chez les autres. T'as bien perdu, il a bien perdu, c'est bien, et il a tenu. Alors qu'en vrai, on pourrait faire des gros combats chez nous, tu vois. Non, mais encore une fois, ceux qui écoutent, ils savent que c'est quelque chose que je dis. Je crois que je le répète une fois par épisode, au minimum. Donc tout le monde saura très bien. Mais je rajoute pas une ligne à ça. Est-ce que, pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que tu as un mot justement à passer aux fans français qui viendront te voir soit à la télé ou soit qui seront dans la salle? C'est une grosse soirée. Ouais, c'est une grosse soirée. Je suis content de le faire à l'Adidas Arena. Je suis content de le faire avec autant de boxeurs français sur la fight card. Et franchement, voilà, j'ai préparé ce combat comme il se doit. Je suis content d'avoir cette opportunité à Paris. Et franchement, venez parce que
Suivez ce combat parce que ça peut. En fait, c'est le combat, je pense, qui peut tout changer. Tu vois. Avoir une ceinture WBC Silver en poids lourd, c'est du jamais vu. Ouais, c'est clair. Surtout en France en plus. Surtout en France, tu vois, je pense qu'on a besoin de cette soirée. Il y a moi dessus, comme j'ai dit, il y a Bakary, il y a tellement d'autres boxeurs. Je pense que la boxe en France, elle va changer après cette soirée. Tu vois, je pense qu'on va remettre un petit peu la lumière dessus et il y a pas mal de boxeurs qui pourront en profiter, donc je suis vraiment content. Bah écoute, on est très content et vivement cette date-là et vivement ces combats-là. Tony, merci beaucoup merci d'avoir accordé du temps et au RMC Fighter Club, on est très heureux de t'avoir reçu. Tu reviens quand tu veux, la chaise est là. Avec plaisir. On a aussi le versus, si tu veux, on le fait quand tu veux en tout cas, mais pour nous ce sera avec grand plaisir. Vas-y, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, à commenter, parce que ce sera une grosse soirée de boxe. Tony a beaucoup d'ambition comme vous l'avez vu et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.